Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légiotria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Total War Rome 2. Alors je sais, encore du Rome 2, effectivement, il était prévu une vidéo sur Attila Total War, mais problème d'enregistrement, problème de joueurs, bon bref, je reviens pas sur ça, mais il y a eu un problème et j'ai pas pu garder la bataille qui a été faite, qui était malheureusement très bien. Donc on retourne sur Rome 2, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc encore une fois, on est sur une bataille qui a été faite il y a très longtemps, hein, on n'est pas sur un direct. Ce qui n'empêche qu'elle est très intéressante puisque déjà c'était une bataille en 3 contre 3, donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur le serveur. Et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que si vous voulez nous rejoindre pour participer à des tournois ou des batailles de ce genre plutôt, mais aussi des tournois bien évidemment, vous êtes évidemment les bienvenus, le lien du serveur Discord dans la description de la Légiotria Gallica. Cette bataille a été faite donc il y a un certain temps, on est en 3 contre 3 sur Nemetosena, donc une plaine tout à fait classique, et on est donc paré pour commencer tranquillement voilà, cette bataille. Alors suite à vos retours sur mes premières vidéos, je voudrais d'ailleurs déjà vous remercier, vous avez été très nombreux à me soutenir et me dire que c'était de qualité, donc je suis plutôt content. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie donc pour votre soutien et je vais essayer de tenir compte des quelques avis que j'ai eus, notamment lorsque c'est une bataille enregistrée où j'ai le luxe de pouvoir me poser, m'arrêter un peu plus précisément sur les armées, les compositions, voilà, les rosters. Alors cependant, attention, il n'est pas comme j'ai pour objectif de m'arrêter, de dire regardez comme ces gardes prétoriens sont jolis. On va aller assez rapidement quand même, mais on a un petit peu de temps et je vous l'accorde que ça peut être assez intéressant et plus aisé à comprendre pour vous qui voyez la bataille pour la première fois certainement, sauf les joueurs qui l'ont fait ici, dont d'ailleurs leur nom sera flouté en fin de vidéo, comme la première fois puisque je n'aurai pas demandé leur avis. Cette armée, on va avoir donc Nabaté qui va s'occuper des flancs, on va avoir des lanciers lourds du désert, des gardes du palais Requiem, excellente unité, hein, pour moi c'est parmi les meilleurs lanciers du jeu, même si bien évidemment en stade certains les battent, hein, c'est pas les meilleurs, mais pour moi, moi je les adore, je les aime particulièrement. Lancier lourd du désert, donc on est vraiment sur une Nabaté qui va s'occuper des flancs, et 2 unités de tir, archers lourds nabatéens, donc de très bons archers. Par contre, on va avoir, vous le voyez bien, 2 unités de cataphractaires du désert, donc superbe forte cavalerie, hein, 78 de bonus de charge, hein, on est sur des cavaleries de très bonne qualité et surtout je les trouve particulièrement stylées. Ensuite on va avoir Couche derrière, cavalerie du désert en armure, alors une cavalerie d'un petit peu moins bonne qualité par rapport notamment à ce que peut avoir Couche, hein. Par contre on va avoir une vitesse et là on va jouer sur la vitesse, ce que n'offrent évidemment pas les cataphractaires du désert, là c'est la vitesse, donc il y a un jeu entre une cavalerie plus efficace mais plus lente, et une cavalerie plus rapide, mais moins puissante. Derrière, on va avoir donc Couche qui va s'occuper de l'arrière-garde, hein, avec des disciples d'Apédémaque niveau 7. Donc là, on est sur des trucs qui vont défoncer n'importe quoi qui bouge. Malheureusement pour les disciples d'Apédémaque, les augmenter de niveau, donc on est à 76 d'attaque en mêlée, hein, n'augmentent pas leur armure, et les disciples d'Apédémaque, des flèches ou une bonne charge, et on n'en parle presque plus. Donc, à faire attention, on verra que le joueur Couchite a fait un gros pari sur cette bataille à de nombreux aspects. De l'autre côté, hein, évidemment, en miroir, on a des disciples d'Apédémaque, 2 guerriers au sautel, dont un niveau 1 et l'autre niveau 2. Donc on est sur des guerriers au sautel de classiques, hein, qui vont être efficaces contre Rome. Et puis on a un général archer royaux Couchite. Donc ça, c'est qui tout double. Comme d'habitude, hein, les archers royaux Couchite en tant que général, soit ça va être utile toute la bataille et ça va être exécrable pour l'armée ennemie, soit très rapidement ils vont servir à rien et ça va être nietos, quoi. Ça va vraiment être pourri jusqu'à la moelle à la fin. On verra ce qui se passe. Pour ce qui est de Rome, je ne reviens pas sur général puisque tout le monde le boude, hein, comme d'habitude. Pour ce qui est de la ligne faite par Rome, donc on va avoir 3 unités de légionnaires vétérans à droite, 2 gardes prétoriennes sur le centre et pas en arrière-garde. On a laissé ce travail-là à Couche, et 2 cohortes d'aigle sur le côté gauche. Donc on a une ligne de très bonne qualité quand même, hein, avec des gardes prétoriens. De l'autre côté, les Arvernes, donc on va avoir les Arvernes avec une ligne de bretteurs d'élite et un guerrier fidèle. On va avoir 2 nobles cavaleries dont le général et des guerriers à lance. On ne voit pas les archers, on verra où ils sont. Comme d'habitude pour cette armée à la con. Pour ce qui est de Rome, on va avoir donc cohorte d'aigle en 3 exemplaires, des triarii sur les côtés, 2 prétoriens qui vont être effectivement derrière, donc là on est plutôt sur quelque chose qu'on fait d'habitude,
Et puis derrière, on va avoir aussi des archers couchites. Qu'est-ce que je dis? J'avais couchite en tête. Des archers auxiliaires syriens et des frondeurs des Baléares, donc des bonnes unités de tir. Je commence par présenter les plus belles unités du monde. Regardez-moi cette classe absolue. Ne voulez-vous donc pas vous enrôler pour servir la puissante Carthage quand vous voyez des mecs comme ça avec des petites jupettes à la romaine, hein, mais c'est bien punique. Ouais, je vais rester là. Non, on va arrêter. Je vais me faire charrier par beaucoup de monde, mais effectivement, le bataillon sacré que je trouve toujours aussi joli et toujours aussi efficace, évidemment. Hein, je dis ça par rapport à leur physique, mais aussi par leurs stats, hein, c'est une très très bonne unité. De toute façon, à côté au pic carthaginois, ça pique un peu plus, surtout par rapport à ce qu'on a en face, mais bon, ça va tenir un certain temps quand même. Infanterie libyenne, là c'est plus compliqué, pareil, c'est de la bonne infanterie, mais ça fera pas le poids avec ce qu'il y a en face. 3 archers crétois, ça c'est très bien. Cavalerie carthaginoise, mauvaise, hein, général, enfin garde du corps du général, c'est une cavalerie qui va pas servir à grand chose, mais bon, soit. Cavalerie carthaginoise, par contre, on a un certain choix. Cavalerie de nobles, cavalerie carthaginoise et cavalerie carthaginoise. On a pas mal de cavalerie quand même, hein, et effectivement, on a une cavalerie, je trouve, assez intéressante. Moi, j'aime beaucoup la cavalerie noble, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. La cavalerie noble, en fait, je la trouve plus efficace qu'on ne le pense, ce qui ne veut pas dire qu'elle est excellente, mais je trouve qu'on a tendance quand même à la sous-estimer. Vraiment, moi j'ai retourné des batailles en la jouant et j'ai vu des gens retourner des batailles en la jouant correctement parce que c'est une en fait très bonne cavalerie. Alors évidemment, c'est une cavalerie de choc, donc premier truc qu'on regarde, c'est le bonus de charge. On est à 63, donc c'est bien, mais évidemment, on est loin des 78 des cataphractaires ennemis du désert. D'accord. Quand bien même, on est sur une cavalerie je trouve, de bonne qualité et plus rapide. Plus rapide que les cataphractaires ennemis du désert. Donc en soi, plus difficile à choper. Rapidement, avant que la bataille commence réellement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a 2 conceptions de bataille différentes. Et là, on le remarque bien. Si je fais K pour cacher toutes les informations de la chudée, c'est assez compliqué de différencier facilement, enfin c'est vraiment dur de voir quelles unités sont à quelle armée ici. Hein. Là, si on le fait, c'est quand même plus facile. Et effectivement, il y a une différence de... Voilà, on n'a pas du tout la même stratégie. On va avoir une armée de chaque côté ici, 3 armées bien distinctes. Ici, on a un bloc uni. Alors, l'une n'est pas forcément plus mauvaise que l'autre. On verra que je pense que c'est, dans l'un ou l'autre des cas, clairement ce qui a provoqué la défaite. Mais c'est pas forcément mauvais, attention, ça peut être très bien fait. Le truc, en fait, c'est qu'en général, on fait ça lorsqu'on est en multijoueur, vous savez, avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rejoint un salon, par exemple, et en fait, qu'on n'a pas de moyen de communiquer de manière rapide avec l'autre armée. Par exemple, le joueur Ravan ne pourrait pas communiquer rapidement avec le joueur romain. Ça, c'est ce qu'on fait en général quand on est en random. Là, les gens étaient évidemment en vocal, ils discutaient, donc c'est assez étonnant de prendre ce parti pris. Alors, ça a des avantages. On est sur une ligne beaucoup plus étirée, mais ça a quand même des inconvénients. Et on verra si le front uni ou le front désuni aura tort ou raison. On verra lequel a eu raison. Alors, je termine parce que je trouve un truc assez intéressant, notamment au niveau du choix du placement de ces troupes. C'est qu'on remarque que les unités d'élite des armées de flanc, je vais les appeler comme ça, hein, sont placées côté armée romaine. On a les guerriers fidèles ici, on a le bataillon sacré ici. Donc on est vraiment sur les côtés de l'armée romaine et pas sur les côtés de l'armée tout court. C'est assez intéressant, parce que du coup on va limiter la possibilité de recevoir une brèche, parce que de fait, là on va avoir des unités qui vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes, qui vont tanker, je pense notamment au bataillon sacré, les guerriers fidèles, eux, vont provoquer une brèche, mais au-delà de ça, voilà, il y a l'idée qu'en fait on va pas avoir un trou ici ou ici. L'inconvénient évidemment, c'est que du coup les flancs sont moins bien protégés, on a seulement des bretteurs d'élite ici qui sont de... Moi j'aime pas beaucoup les bretteurs d'élite, à chaque fois que je les utilise ou que je vois quelqu'un les utiliser, je trouve qu'ils se font rouler dessus. Encore une fois, c'est là, enfin, on est obligé de les prendre avec les Arvernes, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à ce prix-là. Je suis d'accord, mais attention, hein, c'est pas ça que je dis. Par contre, est-ce que les guerriers fidèles n'auraient pas valu le coup ici? Pareil pour les bataillons sacrés. Ça se discute. Je trouve qu'il y a quand même un avantage à faire ce qu'ils font, c'est que du coup, vous savez, lorsqu'on est là, il y a une sorte de juridiction, si j'ose dire. En fait, chacun s'approprie un peu le terrain. Ça, c'est bien le côté Arverne, ça, c'est le côté romain. Si jamais il y avait une brèche ici, on ne sait pas trop qui devrait réagir par rapport à... Donc, c'est dommage que je ne puisse pas faire de flèche, mais qui va pénétrer cette brèche. Le fait qu'on ait une protection de brèche à ce niveau-là, ça démontre qu'en fait, il y a vraiment un bloc uni
au moins à ce niveau-là. Et que si jamais il y a une brèche qui a vraiment peu de probabilité d'arriver, et bah de toute façon c'est pratiquement déjà terminé. Je veux dire, si les guerriers fidèles ont lâché, tout le côté gauche est terminé. Hein. Clairement là on n'aura pas grand chose. Mais par contre, on a la volonté voilà, de bien préserver l'armée romaine. L'armée romaine semble être le cœur de cette composition d'armée globale. Est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non? Ça peut, et encore une fois, éviter les mince, il y a une brèche, qui s'en occupe? Moi, non, c'est moi, et on sait pas trop. Mais en même temps, les flancs sont un peu déstabilisés. On a les échanges de tirs qui commencent. Alors, on a un blob qui est créé ici, malheureusement, c'est pas bon signe. Hein. Effectivement, les unités vont prendre des flèches de manière assez continue. Et ici, bon, on a des très bons archers aussi, donc ça ne va pas suffire. Et là, grosse erreur, les archers crétois carthaginois ne viennent pas. On a un retard du joueur carthaginois et ça va coûter très cher parce que pendant ce temps qu'ils sont là, ces 3 unités sont toutes seules contre beaucoup d'unités d'archers. Et donc on va avoir des pertes. Et une fois que ces 3 là seront terminés, on passera aux archers crétois. Parce que là, on les voit avancer, ils vont tirer un petit peu et de mémoire, ils vont reculer à nouveau. Je crois. Hein. C'est ça, voilà. Et là, on ne les reverra plus pour les duels de tir avant que la bataille ne commence. Après, ils vont prendre un rôle plus important, cependant. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que là, le joueur romain a clairement besoin de renfort, en fait. On remarque par ailleurs, je suis en train de regarder que les joueurs donc de l'équipe jaune sont en train de prendre de plus en plus d'espace. On a l'avantage de la cavalerie en termes de qualité et presque en termes de quantité. Non, même en termes de quantité, hein, puisqu'on n'en a qu'une seule de ce côté-là. Donc, on prend de l'espace. Hein, on a la mobilité, il faut y aller. Alors là, chose assez intéressante, vous voyez que ces unités fuient. Parce que c'est quand même de très bonnes unités, hein, les archers qui étaient là. Et donc, il y a eu des dégâts. Je pense que le joueur Arverne va vraiment être dans le mal avec ce qui va se passer. Parce que donc ces archers vont se reformer un petit peu derrière. Et ils vont accéder à la belle faune aviaire de la Belgique, puisque nous sommes un Némétocénat. Attendez, ils vont arriver. Oh, on les a vus. Je ne sais pas si vous les avez bien vus. Voilà, voilà, ces petits oiseaux, vous savez, qui tombent sur le sol en Belgique. Eh bien non, en fait, ce sont évidemment les chasseurs gaulois qui étaient planqués derrière depuis certainement très longtemps. Et l'armée, enfin l'unité s'est reformée derrière et on a vu les tirs, on a tout de suite des unités qui changent de position et on les voit. C'est dommage, hein, c'est vraiment sur une bêtise pareille, c'est très très con même. Mais c'est comme ça et on voit les tanks arriver pour aller s'occuper des pauvres mecs en pyjama vert là-bas. Bon, hein, les pauvres chasseurs gaulois isolés. Aïe aïe aïe. Au niveau de la ligne, on avance et c'est normal. On a perdu l'avantage des unités de tir, on n'en a plus que 3. Ici, celle-ci, c'est pratiquement terminé. Alors, elles vont faire un peu de dégâts sur le général, hein, on va tomber à 79, donc on a un peu de pertes. Mais ici, on décide d'avancer parce qu'il faut attaquer, on n'a plus l'avantage des unités de tir. Par contre, les javelots précurseurs font pas mal de dégâts, 106. On a perdu 14 prétoriens avant qu'ils arrivent au corps à corps. Chose intéressante, on est prétorien contre prétorien. Par contre, derrière, on a les guerriers fidèles. Donc là, on va avoir un combat de titans. Vraiment, ça va être un combat de très des unités de très grand rang. Et on voit que la ligne commence à se mettre en place. Derrière, eh ben, on a les Nabatéens qui apportent les petits fours, hein, parce que clairement, on va avoir du sang. Cependant, on va avoir une tentative de sauvetage de la part de la cavalerie. Arverne, c'est absolument épique. Alors, ils se font tirer dessus, mais ils s'en foutent, parce que c'est les Arvernes, et ça, c'est les vrais. Et on décide de foncer dans le tas. Bam! On arrive à intercepter une partie, mais pas tout. Et la charge est finalement passée en partie. Et surtout, gros problème. La noble cavalerie est fixée. Elle est vraiment bien entourée en plus. Et on a des palais-ricaines qui arrivent. En plus, on a des unités de tir. Donc bon, il y a peut-être un peu de team kill, mais bon. La noble cavalerie est en grande difficulté. On a des archers, des chasseurs gaulois qui perdent. Magnifique contournement de la part des disciples d'AP des Macs qui sont en train de faire du ketchup de bretteur d'élite à ce niveau-là parce que, évidemment, on a perdu la cavalerie de ce côté-là et on avait pas mal d'unités. Alors certes, on a la cavalerie, mais c'est un pari. On envoie le général Arverne. C'est dangereux parce que là, si on perd le général Arverne, c'est la ligne entière qui va s'effondrer, surtout avec des contournements de cette ampleur. Mais on décide de le faire.
Derrière, on a des combats de cavalerie qui se mettent en place. Le joueur Kushite est en difficulté face à autant de cavalerie. C'est le Dawa cette bataille. On est sur du 3v3, faut s'y habituer. Alors effectivement, on a le général gaulois qui est intercepté. Il me semble qu'il va réussir à fuir sans trop de difficultés après. Et surtout sans trop de pertes. La cavalerie, la noble cavalerie a perdu. On a quelques chasseurs gaulois qui restent. Mais globalement, c'est une défaite pour l'instant complète du joueur Arverne parce que les disciples d'APDMAX sont en train de finir ces prêteurs d'élite. Donc ces deux unités vont être disponibles, vont pouvoir aller plutôt vers la ligne. Côté droit, arrière ligne, ça va. Mais derrière, ça se passe mal. Parce que là, on a une unité qui est passée à travers et qui est en train de découper par derrière les cohortes d'Ivocati. Regardez-les, ils sont complètement acculés. Ils sont au milieu de beaucoup d'unités. Ils ont absolument aucune chance. Aucune chance. Et c'est effectivement là qu'il va y avoir un grand danger qui va se mettre en place. C'est une brèche. La cohorte d'aigle va, de fait, lâcher prise. Elle peut pas tenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle se tapait. En plus, c'est du javelot précurseur. Bon, il y a un peu de team kill certainement, mais bon. Elle fuit. Elle fuit. Et donc il va y avoir une brèche. Et il faut tout de suite la colmater cette brèche. Parce que celle-là, elle est très très dangereuse. On est un petit peu au centre. Donc l'ennemi peut décider de vraiment s'orienter vers le centre. Mais en même temps, on est quand même assez sur le côté pour englober les unités. La cohorte d'aigle ici, les lanciers lourds du désert, les lanciers lourds du désert ici. Aïe 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 aïe. On a des unités qui passent. Pendant ce temps-là, on a un combat de cavalerie ici. C'est le bordel. Et effectivement, on a des guerriers au sautel et les gardes du palais Requiem qui tout de suite, et c'est le général nabatéen. Donc vraiment, c'est la réponse. La première réponse qu'on avait, c'était ça. Ok. Et j'aime bien vraiment ce côté mur, quoi. Là, il y a vraiment le côté you shall not pass, quoi, parce que vraiment, c'est ce qu'il fallait. Alors, on a un détachement de cohorte d'aigle qui vient contourner ces cohortes d'aigle ici. Hein, on est romain contre romain, c'est une guerre fratricide. Donc de ce côté-là, c'est assez compliqué pour l'équipe jaune. Hein. On a en plus le général Arverne qui continue de faire des siennes derrière. Par contre, du côté de l'Arverne, c'est un véritable massacre. Surtout que les disciples d'APDMAC, vous vous rendez compte, regardez leur position par rapport au début du combat au niveau de la ligne. Ils sont passés au centre. Ça veut dire que les mecs, ils ont fait tout le flanc gauche de l'armée, non même tout le flanc de l'armée Arverne. Ils sont... Imaginez, on est en 1 contre 1, vous avez une armée qui contourne par la gauche et qui termine par toucher le flanc droit adverse. On est sur ça, tellement qu'ils ont fait un massacre par derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une unité fragile. Là, les archers crétois, ils se mettent dessus, c'est terminé. On a une cavalerie qui va, c'est terminé. Alors certes, elle est occupée par la cavalerie d'Abatéenne, mais en une charge, ce serait fini ça. Bon, allez, deux charges. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que les Nabatéens sont en train de retenir tant bien que mal cette cavalerie. Ils sont en perte en plus. Il faudrait faire des cycle charges, mais le joueur Nabatéen n'y pense pas, c'est bien dommage. Cependant, on a quand même du positif sur cette ligne pour les joueurs jaunes et effectivement la balance va en leur faveur. L'Arverne a été annihilé, il lui reste ces guerriers fidèles qui bientôt ne seront plus fidèles à eux-mêmes. On a le joueur avec donc Arverne avec sa noble cavalerie qui a fait quelques contournements pas mal mais qui évidemment n'a plus que sa cavalerie. Et puis sur la ligne, voilà, il y a plus grand chose, hein. Il y a beaucoup de cadavres rouges au sol, mais c'est tout. Là, les unités fuient, tout le flanc droit du côté jaune, donc ce côté-là a été remporté par la même équipe. Alors qu'ici, certes, l'équipe rouge est en train de gagner, mais elle n'a pas terminé son boulot. Donc il y a clairement un avantage pris par l'équipe jaune. Vous allez voir que là, il y a un petit blob donc, qui va être réglé. On va avoir les guerriers fidèles qui sont en train de souffrir un petit peu de ce qui se passe derrière eux. Voilà, ils sont en train de fuir, ça y est. Et derrière, on a cependant la victoire de la cavalerie carthaginoise qui a réussi à vaincre la cavalerie nabatéenne. Assez étonnant, hein, mais c'est juste mauvaise gestion de la cavalerie de la part du joueur nabatéen qui devrait faire des cycle charges. Donc ça va faire beaucoup de dégâts. Mais ça ne suffira plus maintenant qu'il y a trop de différence. Alors du côté de la ligne, on a enfin vaincu ces joueurs, ces guerriers fidèles. Pourquoi je dis joueurs? Parce que le joueur Arverne a terminé, hein, il est fini, il reste justement sa cavalerie. On va prendre le luxe du côté romain, et c'est pas con, de refaire une ligne. Pourquoi? Parce que l'avantage à l'ennemi de la cavalerie, l'avantage de la cavalerie, et surtout, c'est le bordel. Donc, il pourrait utiliser cet avantage pour faire des contournements, etc. C'est le Dawa, faut trouver une solution, faut comprendre ce qui se passe. On fait une ligne, et là, on prend des décisions. Il va envoyer un détachement dans le blob qui est là, un autre détachement d'abord ici, puis il va l'envoyer sur les unités dans le blob là. Mais voilà, là, ça permet de prendre une décision. Ok, on en est là, il me reste ça, il leur reste ça, qu'est-ce qu'on décide?
Et là, on a pris une décision, et vu le timing entre joueur nabatéen et joueur romain, on a pris une décision en commun. On envoie dans le blob ici, l'objectif c'est de terminer ces unités là, et dans le tas on a quand même de très bonnes unités, et on va avoir le bataillon sacré quoi, hein, je rajoute pas. Et puis surtout on va avoir les cohortes d'aigle hein, qui sont en difficulté complète, qui commencent à fuir face à la masse d'unités. Derrière on a la cavalerie, Arverne toujours vivante, hein, rassurez-vous, on a voilà, les Carthaginois qui sont encore dispo aussi sur leur cavalerie, mais la masse de troupes et surtout l'infanterie romaine encore vivante tend vraiment à une victoire du côté jaune. Clairement, ça va être compliqué. On a des charges du joueur carthaginois, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que bah là, c'est son général qui l'a envoyé à la mort. Parce que clairement, son général, il faut voir contre quoi il est. Et aïe, ça fait mal. Alors là, vraiment, hein, si je m'épose, pour montrer à quel point c'est le bordel, hein, donc ici, on va avoir du couche, du carthaginois, du nabatéen, du romain, et à quelques temps près, on avait de l'Arverne. Donc c'est vraiment le bordel. Hein. Et puis, on a des tentatives de contournement de cavalerie de la part du joueur carthaginois, oui. C'est trop tard, hein, c'est trop tard, clairement. Le moral s'est effondré, le joueur Arverne a son général qui fuit de lui-même, donc ça veut dire que son général est mort ou qu'il a trop de pertes, c'est terminé. Et puis on a des tentatives de charge hein, de la part du joueur carthaginois. Mais regardez ce qu'il charge, comment voulez-vous avoir un impact important? En plus dans le tas il y a du palais Requiem qui est pratiquement full life, on a encore des guerriers au sautel, on a tout pour faire des dégâts, c'est la défaite. Et effectivement, les unités carthaginoises sont en train de fuir. C'est donc une victoire de l'équipe jaune. Victoire très coûteuse, de mémoire. Mais c'est ça. Et effectivement, c'est mérité. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, je trouve, une belle réponse, notamment du joueur carthaginois. On va voir les scores tout de suite. Alors je rappelle évidemment que les personnages, enfin les joueurs, hein, c'est marqué personnage, mais les joueurs seront floutés parce que j'ai pas demandé leur avis. Alors évidemment, et je voudrais rappeler rapidement, c'est toujours difficile de juger uniquement par rapport au kill. Une unité peut faire très peu de kills, mais par exemple faire barrage, notamment je pense au joueur, au général du joueur nabatéen, donc le palais Requiem là qui est ici 83 kills. 83 kills c'est pas tant que ça hein, en fait. Mais le barrage qu'il a fait au niveau de la brèche, ça a été utile. Donc encore une fois, on parle des kills là, hein, donc c'est à prendre avec beaucoup de recul, etc. Il y a des choses, 321 kills pour la cavalerie de Saba dans la première vidéo, bon bah là clairement il y a eu du taf de bien fait quoi. Mais parfois c'est compliqué. Alors pour le joueur nabatéen, clairement par contre on peut dire que les archers ça n'a pas fait beaucoup de bon taf, hein, hormis découvrir les chasseurs gaulois. Les lanciers qu'on fait du bon taf relativement correct quand même, hein, on est sur du 130, donc on a fait une ligne qui a tenu sur les flancs, c'est plutôt pas mal. La cavalerie, alors la cavalerie, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Elle a terminé la cavalerie Arverne. Elle a fait un peu de dégâts sur les archers, elle a fait quelques charges utiles sur le flanc gauche, pas plus, hein, vraiment elle aurait pu faire mieux surtout pour son prix. Meilleur joueur de la bataille, donc Rome, hein, avec 1158 kills. Donc les archers qui ont fait du bon travail, le général romain qui n'a pas engagé. On a pas mal de kills au niveau de gardes prétoriens, ils sont fidèles à eux-mêmes. Par contre, pas mal de kills au niveau des légionnaires vétérans, 200 kills, 151 kills. Il y a eu du bon taf au niveau du joueur romain. Après, le joueur romain a aussi beaucoup excellé parce qu'il a aussi énormément participé à colmater la brèche qui a été faite. Et encore une fois, sa ligne a beaucoup tenu. Et à la fin, il reste beaucoup d'unités. Donc, énormément, du très très bon travail du joueur romain. Cependant, si je devais dire qu'un joueur a vraiment sorti son épingle du jeu dans cette bataille à propos de cette équipe, ce serait clairement Couche. Parce que, encore une fois, en tant que tel, je parle même pas forcément des kills. Alors là, clairement, d'ailleurs, on voit deux parties de son armée. Il y a une partie qui a rien foutu, qui a fait un pique-nique en Belgique, et l'autre partie qui a fait du taf. On est à très peu de kills au niveau des archers de la cavalerie. 71 kills quand même, c'est pas trop mal non plus. Hein. Mais derrière, on a 4 unités. Donc 4 unités, c'est très peu. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de la qualité qu'on a cherché. Donc c'est un pari. Hein, la qualité, toujours sur les Total War, quand on en prend en multijoueur comme ça, c'est un pari. Hein. Mais au-delà du fait qu'on ait 260, 222 kills, le contournement fait par les disciples d'APDMAC, je trouve qu'il a été très utile parce qu'il a très vite libéré le côté droit de l'armée romaine. Ce qui a permis de le rabattre sur le centre et donc de terminer plus rapidement ce qu'il y avait en face. Donc, certes,
les kills, c'est plutôt finalement une conclusion, une représentation de ce qu'a fait les disciples, de ce qu'ont fait les disciples d'APDMAC dans la bataille. Ils ont fait un bon travail, mais c'est pas les kills en tant que tels, même si 260 kills c'est incroyable. Hein. Mais c'est vraiment leur action, le contournement fait par le joueur couche, je trouve a été de très très bonne qualité. Et voilà, je pense sincèrement que le joueur couche a joué de manière très très importante. Si je devais les noter entre guillemets, je pense que le joueur couche a fait un excellent travail. Le joueur romain a fait un excellent travail aussi de ligne. Le joueur nabatéen a été un petit peu plus en retrait. En face, on va avoir le joueur carthaginois qui a fait le plus gros travail de son équipe et qui n'a brillé sincèrement que par sa cavalerie et un petit peu ses archers. Alors pourquoi ses archers ont brillé? Parce que le joueur Arverd a quand même réussi avec son général, hein, sa cavalerie, à harceler les unités de tir derrière en leur fonçant dessus de manière régulière. Et du coup, les archers crétois carthaginois ont été relativement neutres. Enfin, ils ont eu le temps en fait de tirer, ils n'ont pas été trop embêtés. C'est pour ça qu'une unité a fait très peu de kills. Par contre, les deux autres ont fait plus de 100 kills. Hormis ça, on a la cavalerie et honnêtement, par rapport à ce qu'il y avait en face en termes de cavalerie, je trouve que c'est plutôt bien qu'elle soit arrivée à la fin. Donc ça montre une certaine maîtrise de la cavalerie du joueur carthaginois, surtout que j'ai pas l'impression que c'était une cavalerie qui s'est planquée. Vous voyez tous cette cavalerie hein, quand on joue en multijoueur, du mec qui la planque et qu'il faut chercher. Bah là non, elle a été active, elle s'est battue et elle a réussi à atteindre la fin. Donc très bonne gestion de la cavalerie. Hormis ça, vraiment rien de bien notable sur le joueur carthaginois parce que les lanciers n'ont pas fait un super bon travail. 87 kills pour bataillon sacré, c'est pas mal, mais par rapport au prix, est-ce que c'est vraiment rentable? Et puis l'infanterie libyenne, près de 100 kills, très bien. Ça ne pouvait pas faire beaucoup mieux de toute façon avec ce qu'il y avait en face. Alors là, la plus grosse défaite, je pense, de cette bataille, c'est pour le joueur Arverd, qui évidemment a eu un problème au niveau de ses archers. Sa ligne a été pulvérisée par le joueur couchite. Regardez les kills des guerriers fidèles. Hein. Ça parle d'eux-mêmes, 39 kills, c'est catastrophique. Vraiment, pour le prix de ces unités, c'est catastrophique. Donc bon, malheureusement, il y a des batailles où on peut pas, hein, on n'a pas le bon truc. Heureusement que, évidemment, vous ne savez pas qui c'est parce que je l'ai flouté, mais c'est un très très bon joueur. Je ne m'en fais pas pour lui. Hein, c'est juste que des fois, on fait tous des batailles mauvaises. Hein. La cavalerie, le général. Le général, honnêtement, la première a pas fait un bon. La première a été bloquée, a été interceptée. Le général a quand même fait un super bon taf, surtout qu'il était tout seul pratiquement derrière dans les lignes derrière. Donc voilà, un super bon taf de la noble cavalerie au niveau du général. Et puis du côté romain pour l'équipe rouge. Des unités de tir qui n'ont pas brillé parce qu'elles étaient toutes seules. Hein. Le joueur carthaginois à ce niveau-là n'a pas géré pour moi au début de bataille. Et puis au-delà de ça, on a des gardes prétoriens pareils, hein, comme les guerriers fidèles ici. Pas de kill, donc c'est pas normal pour des unités de ce prix-là. Même si encore une fois, elles ont donné du moral, donc elles ont permis à d'autres unités de plus faire de kills. Ok, très bien, mais comme il y a même 38 kills, 44 kills, c'est pas bon. Que dire de plus? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Je ne sais pas. Les Triarii, 5 kills. Compliqué aussi. Alors on a des cohortes decks qui ont fait un peu plus de kills quand même. Mais pour la défense du joueur romain, malheureusement, il a très vite été submergé par son flanc gauche qui a reçu une vague d'unités, notamment les disciples d'APDMAC. Il pouvait rien faire. Et le joueur Arverd, on peut pas lui en vouloir non plus d'avoir uniquement des bretteurs d'élite contre des unités romaines d'élite et surtout des disciples d'APDMAC niveau 7. Donc effectivement, c'était, je trouve, une très belle bataille. Et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura plu cette bataille. Je referai très rapidement une vidéo, mais j'espère la faire sur Attila pour continuer tout ça. J'espère que le concept vous plaît toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur de la Légioterie à Gallica. J'espère donc vous revoir très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. C'était Chapelain, votre impérator dévoué.